Mon nom est Joanne Poirier, j'enseigne le droit constitutionnel et le droit public à l'Université McGill. Je m'intéresse particulièrement au fédéralisme depuis de nombreuses années et aujourd'hui, j'aimerais parler du concept de fédéralisme coopératif. Je m'intéresse au fédéralisme parce que je m'intéresse à la fois à l'État, je m'intéresse à la diversité et on est un peu né dedans, en fait. Quand on est Québécois de mon âge et qu'on a vécu les tumultes constitutionnels, on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser au fédéralisme. Et quand on s'intéresse aux politiques publiques et à la justice sociale, on doit toujours se demander, quand on parle de l'État, de quel État on parle. Et dans une fédération, il faut toujours se demander qui a la compétence, qui a le pouvoir, qui agit et qui est responsable. Je dirais le moment marquant, c'était le rapatriement de la Constitution. À l'époque, j'étais étudiante en première année à l'Université Queen's et tout le monde autour était super excité parce que la reine était en ville et moi, j'étais en choc traumatique qui me suit encore aujourd'hui. Et ce sentiment presque de trahison et d'incompréhension était très fort. Et je me suis beaucoup intéressée aux questions de politique et de droit constitutionnel à ce moment-là. Et le fédéralisme, évidemment, c'était à la fois une cause et une solution à cette problématique-là. Évidemment, le fédéralisme, pour être très simple, c'est une sorte d'équation entre l'autonomie et l'action concertée ou conjointe au sein d'une même entité politique, que ce soit un État ou pas. Mais dans les systèmes fédéraux étatiques, évidemment, cet équilibre-là va se jouer de différentes façons. Dans la partie action conjointe, on peut voir toutes les institutions proprement fédérales qui permettent aux différents membres de la fédération, aux différents citoyens de se retrouver, en principe, mais aussi tous les mécanismes d'articulation, de coopération. Et donc, on en trouve dans tous les systèmes. Tous les systèmes fédéraux comportent une dimension, jusqu'à un certain point, coopérative. Je donne un cours régulièrement de fédéralisme comparé et dans ce contexte-là, j'élabore avec mes étudiants où j'utilise une typologie et on a à peu près une trentaine d'adjectifs qu'on accole au terme fédéralisme pour essayer de capter la diversité des incarnations du fédéralisme dans des situations concrètes. Alors, ça va du fédéralisme territorial au fédéralisme plurinational, le fédéralisme coopératif ou compétitif, voire coercitif parfois. Donc, il y a vraiment toute une panoplie là, de façons de décrire. Le fédéralisme coopératif, le mot l'indique, c'est un peu la tarte aux pommes, c'est la bonne entente, si on veut, c'est l'image qu'on a de collaboration entre partenaires d'une fédération. Ça peut s'opposer dans ce contexte-là à un fédéralisme qui serait plus compétitif, voire même coercitif, où un ordre de gouvernement, souvent le fédéral, mais pas toujours, est presque capable d'imposer sa vision à d'autres ordres de gouvernement. Dans le fédéralisme coopératif, on a davantage idéalement, de négociation, de collaboration, de prise en compte des intérêts des uns et des autres. Donc ça, c'est dans la vision, je dirais, optimiste du terme et lié davantage à ce qui est plus concret, empirique, négocié par les acteurs politiques. C'est un concept qui date, et je pense que je ne pourrais pas en trouver nécessairement la genèse. En droit constitutionnel, on voit le fédéralisme coopératif évoqué dans la jurisprudence, par exemple, de la Cour suprême, dans des arrêts assez anciens, après la guerre. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que le fédéralisme canadien, qui a été conçu en 1867, est structurellement dualiste, c'est-à-dire que chaque ordre de gouvernement est autonome, dispose de ses propres institutions, donc une assemblée législative, un exécutif et, dans une certaine mesure, un pouvoir judiciaire, bien que là, il y a plus d'imbrication. Ils sont censés, avec leurs compétences et leurs ressources, réaliser leurs objectifs à l'intérieur d'une sphère de compétences. Le système n'a pas été pensé en fonction de l'interaction pour favoriser la coopération. Ça ne semblait pas nécessaire. On avait des listes de qui peut faire quoi, puis des institutions, et c'est comme ça qu'on assurait une certaine autonomie, notamment
revendiqué par le Québec et revendiqué par les provinces maritimes à l'origine. Le système canadien, foncièrement, sur le plan constitutionnel, n'a pas changé. Il reste foncièrement dualiste. En pratique, cela dit, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a énormément de coopération et d'interaction entre les ordres de gouvernement fédéral et provincial et parfois entre les provinces elles-mêmes. En droit, le concept a connu un essor important depuis une quinzaine d'années. Essentiellement, le concept est comme un principe d'interprétation utilisé par les tribunaux, notamment la Cour suprême du Canada, pour décloisonner les compétences. Donc, comme je disais, le fédéralisme canadien est ancien, 1867. La liste des compétences est obsolète et poussiéreuse, 1867, ça fait 150 ans. Il faut un peu la moderniser. On le fait très, très peu par amendement constitutionnel au Canada. Et donc, on a encore une vision de compétences exclusives et assez datées. C'est l'interprétation constitutionnelle qui fait en sorte qu'on puisse moderniser, si on veut, les actions de l'État et qui peut faire quoi dans l'État fédéral canadien. Et le fédéralisme coopératif, depuis une quinzaine d'années, a été utilisé pour un peu décloisonner les compétences pour permettre davantage de chevauchement et d'action potentielles du fédéral et des provinces, plutôt que de créer des frontières très rigides, les frontières deviennent davantage poreuses. Oui, ça fait débat parce que décloisonner, ça permet, comme je le disais, à différents ordres de gouvernement d'agir dans des sphères de compétences qui sont complexes. Protection de l'environnement, la santé, c'est des sphères extrêmement complexes. Et donc, plutôt que de diviser les compétences de façon très, très pointue, on laisse aux deux ordres de gouvernement une assez large latitude pour intervenir, ce qui permet d'éviter des déficits d'action, en théorie. Et donc, si un ordre de gouvernement n'agit pas, l'autre potentiellement peut le faire. Et on a l'impression que la Cour suprême a peur du vide dans ce contexte-là. Donc, elle préfère, dans l'ordre du possible, là, lorsque c'est possible, permettre aux ordres de gouvernement d'agir. Ça ne veut pas dire qu'elle va les forcer à agir, ce n'est pas parce qu'on a une compétence qu'on doit l'exercer, mais on permet aux deux ordres de gouvernement d'agir. Ça fait débat parce que c'est pas parce que les deux peuvent agir qu'ils vont nécessairement le faire de façon coopérative. Même si on utilise le terme coopératif pour décloisonner, comme critère d'interprétation ou comme principe d'interprétation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont coopérer, ça veut dire qu'ils peuvent agir. Ça peut aussi créer des conflits, s'il y a le fédéral et les provinces qui interviennent, et alors il faut une règle de conflit. Et la règle de conflit principale au Canada, c'est ce qu'on appelle la prépondérance fédérale. S'il y a un réel conflit entre une norme fédérale et une norme provinciale, c'est le fédéral qui gagne. Et donc, en décloisonnant, on peut théoriquement renforcer les pouvoirs fédéraux. Concrètement, ça ne se manifeste pas toujours, mais c'est théoriquement très fort et ça peut se produire. Aussi, un des problèmes avec le décloisonnement des compétences, c'est un problème de clarté. C'est parfois important sur le terrain d'avoir les ordres de gouvernement qui peuvent agir, qui peuvent négocier, qui peuvent déterminer qui fait quoi, dans quel ordre, qui finance quoi, comment on se délègue des responsabilités, etc. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de transparence et de clarté pour les citoyens. Qui est responsable quand tout le monde peut l'être quelque part? Qui on va sanctionner aux élections si on n'est pas d'accord avec le résultat d'une politique publique? Est-ce que c'est la province qui va avoir agi d'une certaine façon ou omis d'agir d'une certaine façon, ou c'est le fédéral qui va l'avoir financé, pas financé, qui va être intervenu, pas être intervenu? Donc, lorsque tout le monde peut agir, ça peut créer une certaine confusion. Le refus des tribunaux d'imposer la coopération pourrait peut-être être révisé dans un contexte de relations des non-autochtones avec les autochtones. Les peuples autochtones, non seulement sont confrontés à un État canadien qu'ils n'ont pas revendiqué, mais ils sont confrontés à un fédéralisme qu'ils n'ont pas revendiqué, une complexité de gestion. Et historiquement, le fédéral et les provinces se sont relancés la balle, pas pour exercer les compétences, mais pour ne pas exercer les compétences à l'endroit des Autochtones, dans bien des cas. Et donc, la division du pouvoir étatique,
qu'implique le fédéralisme a des conséquences pour les peuples autochtones dans leurs relations avec les non-autochtones. Ça complexifie les relations parce que les compétences sont partagées. L'une des hypothèses, des idées sur laquelle je travaille en ce moment, c'est de dire, dans ce contexte-là, peut-être que les tribunaux devraient reconnaître une obligation constitutionnelle de coopérer entre le fédéral et les provinces, parfois entre les provinces elles-mêmes, lorsqu'ils sont en relation avec les peuples autochtones, un peu pour reconstituer un seul interlocuteur, si on veut. Pour éviter justement qu'on se relance la balle en disant c'est pas ma responsabilité, c'est pas ma compétence, etc. Donc, forcer cette coopération-là pour qu'on puisse quelque part simplifier l'échange avec les peuples autochtones pour évidemment avoir une relation davantage d'égal à égal.